Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 3 sujets. On commence par les invités. Laurent Arthur Duplessis, bonjour. Cyril Benassar, bonjour. Jacques Georges et Philippe Pascot, messieurs. 3 sujets. Le premier, c'est la dette française. C'est un sujet qui nous a été amené par Jacques. Il est quand même bien à la une des médias. Deuxième sujet, c'est, et ça c'est Philippe qui l'a apporté, le délit d'outrage en ligne. Ça, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu passer, ce truc-là. C'est pourtant une loi qui est votée aujourd'hui, on va revenir dessus. Et le troisième, c'est ce qui se passe à Gaza. Et peut-être en allant un peu loin, mais je dis, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui risque de mettre en danger l'existence même d'Israël auprès de certains pays? On va revenir là-dessus. Je serai plus précis tout à l'heure. Rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. À tout de suite. Alors, le premier sujet, la France présente un déficit de 5,1%. 5,1%, c'est quasiment le double de 3% qui sont les normes européennes. Alors, c'est incroyable parce que quand on creuse le sujet, il y a énormément de gens qui sont alarmistes et il y a d'autres qui disent que c'est sans importance compte tenu de la dimension du pays et de ses richesses produites. Voilà. Le premier qui est plutôt dans la case des alarmistes, voire des très alarmistes, c'est Jacques Georges, et je lui cède la parole. Jacques. Oui, pour moi, c'est un sujet important, c'est peut-être le sujet le plus important, alors que ça ne l'est pas pour l'opinion publique, puisque j'ai lu récemment que c'était le 8e sujet de préoccupation des Français. C'est vrai. Après pas mal d'autres. Or, en fait, pour moi, c'est le plus synthétique. C'est celui qui résume tous les autres. Tout finit par se traduire par des chiffres. Et n'oublions pas que, finalement, la royauté est morte d'une crise financière. Et les crises financières, ça veut dire beaucoup de choses qui ne sont pas financières. Ça veut dire beaucoup de choses en amont. C'est tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, tu l'as rappelé tout à l'heure, finalement, quelle est la situation aujourd'hui? On a une dette de un peu plus de 3100 milliards. C'est-à-dire supérieur à 100% du PIB. 100 quelque chose comme aux environs de 112% du PIB. Un PIB de 2800, un peu moins de 2800. Des recettes fiscales et non fiscales de l'ordre un peu supérieur à 350 milliards par an. Et des dépenses qui sont de l'ordre de 530, c'est-à-dire 145 à 150% des recettes. Voilà la situation d'aujourd'hui, avec encore une charge d'intérêt relativement modeste, mais qui va forcément s'accroître. Parce que je rappelle que 3% de 3000 milliards, ça fait 90 milliards, plus la sauce, ça fait 100 milliards par an. Ce qui est en gros le budget de l'éducation nationale. Hein. Voilà. Et plus que n'importe quel autre budget. Et ça, ce n'est que les intérêts. Ce sont les intérêts. Le principal, c'est de rembourser le principal, justement. Bon. Donc, voilà la situation dans laquelle aujourd'hui. On est aujourd'hui et on n'a pas encore bien réalisé ce que ça voulait dire. Et ça veut dire quoi? Alors, c'est un sujet qui préoccupe pas les Français, peut-être, mais en tout cas beaucoup de ceux qui envisagent l'avenir. Le rapport Pébro en 2005, qu'on a bien oublié, mais qui déjà tirait l'alarme. Et puis alors j'ai tiré de ma bibliothèque un bouquin que vous trouvez passionnant. Un bouquin que je trouve absolument génial, qui s'appelle « Le jour où la France a fait faillite », qui date de 2006. C'est un bouquin de fiction. Hein. C'est un bouquin de fiction. C'est presque de l'Uchronie, mais... Exactement. D'ailleurs, c'est un livre écrit en 2006, publié en 2006, et qui se passe en 2012. Donc 6 ans à l'avance, avant l'élection de 2007. Avant l'élection de 2007, le scénario est un petit peu changé, parce que selon ce scénario, en 2007, c'est pas Sarko qui est élu, mais Ségolène Royal, avec DSK comme Premier ministre. Alors, le problème arrive en 2012, quand une agence de notation, ce qui est Standard & Poor's,
décide de casser baisser la notation de la France, qui d'ailleurs va se reproduire bientôt dans les jours à venir. Il y a plusieurs rendez-vous. Il y a des rendez-vous en avril et des rendez-vous en mai. Hein. Exactement. Oui, mais le résultat immédiat de ça, c'est que l'adjudication du Trésor, qui porte sur des montants de plusieurs centaines de milliards d'euros, vu l'énormité des chiffres, eh bien, les prêteurs, qui sont à 52% étrangers, hein, je le signale, c'est quand même un élément clé qu'on oublie souvent. Parce qu'il y a beaucoup de pays dont la dette est détenue par les nationaux. Voilà. Alors que le France, Japon, par exemple. Voilà, le Japon, ça, c'est une différence essentielle. Le Japon, très endetté. Voilà, très endetté, et pourtant, c'est les Japonais. Voilà, donc c'est moins grave. Ouais. Donc c'est une affaire intérieure. Mais chez nous, c'est pas une affaire intérieure, c'est 52% étrangers. Donc Jacques, je vais couper votre passion, parce qu'il faut quand même que les autres réagissent. Alors, Laurent a levé la main. Laurent. En allant tout à fait dans le même sens que ce que dit Jacques de Limoges, je crains que le gouvernement ait pour projet de rassurer les marchés financiers qui menacent la France d'une augmentation des taux d'intérêt qui serait un étranglement, de les rassurer en commençant à se repaître de l'épargne des Français. Les Français sont de grands épargnants. C'est les premiers ou les deuxièmes épargnants au monde. Hein. Oui, exactement. Et ce magot fait saliver beaucoup de gens à Bercy. Car en effet, la meilleure... C'est des milliers de milliards, hein, oui. L'épargne des Français, hein, juste en cash. Hein. Et l'argument avancé par ceux qui veulent mobiliser l'épargne des Français pour redonner à l'État sa crédibilité disent justement que cette épargne est colossale, c'est vrai qu'elle est très importante, et quelle pourrait être la solution pour rééquilibrer les finances publiques. Donc, il s'agirait de faire en grand ce qui a été fait à Chypre il y a quelques années, c'est confisquer l'épargne des Français pour boucher les trous des finances publiques. Oui, l'assurance vie, par exemple, on parle de ça. Or, cette rumeur, et vous avez raison, elle existe depuis des années, et pourtant, elle n'a jamais été mise en place dans aucun grand pays, sauf effectivement à Chypre. Hein. Mais c'est une peur que beaucoup de gens ont. Hein. Et d'ailleurs, on sent bien que Bruno Le Maire est sur la sellette. Il paraît que Macron, maintenant, lui adresse des griefs en lui disant « Bruno, tu es là depuis 7 ans, et qu'est-ce que t'as foutu ?» Sachant que là, pardon, juste un petit point là-dessus, il y a deux écoles au gouvernement, manifestement. Hein. Il y a celle de Bruno Le Maire qui dit, en gros, il faut couper. Et il y a celle de Macron et d'Attal qui disent il faut développer l'économie, ce qui développe les recettes. Mais c'est un contretemps. Couper maintenant, c'est pas maintenant qu'il fallait couper, c'est avant. Tout est fait à contretemps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? La Banque centrale avait augmenté les taux d'intérêt, donc ça étouffe l'économie. Bruno Le Maire veut couper maintenant, mais il va couper les gaz, si je puis dire, de la croissance. Surtout, tout est à il parle d'économie de 10 milliards d'euros, de choses comme ça. Hein. Rappelons-nous que l'année dernière, l'Allemagne a fait une économie de 60 milliards qu'ils ont trouvé comme ça. Hein. Oui, mais on parle de 10 milliards, ce qui est ridicule. Ouais. Ce qu'il nous faut, c'est 200 milliards, c'est autre chose. Ça. Les ordres de grandeur, il faut quand même qu'on les ait en tête. C'est 200 milliards qu'il nous faut trouver. Les gens ne peuvent pas. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Jacques. C'est en 8e position de la population française. Mais aujourd'hui, la population française ne peut pas se rendre compte de ça. Pourquoi ? Parce que 3 000 milliards, ça ne veut rien dire pour les gens. Les gens ne peuvent pas se rendre compte. Vous avez des gens aujourd'hui qui vivent avec 600 € par mois, avec 50% du SMIC a été des gens, il y a 50% des gens qui gagnaient le SMIC aujourd'hui qui sont en plus en dessous du SMIC. On ne peut pas se rendre compte de ce que ça fait 3 000 milliards. La dette, je voudrais revenir à ce qu'a dit Jacques pour être précis, c'est 171 milliards des intérêts de la dette qu'on doit. Et on emprunte pour rembourser les intérêts aujourd'hui. On va dans le mur. Aujourd'hui, la France, il faut le savoir, est le 3e pays le plus endetté, après la Grèce et l'Italie. Derrière, c'est la France. Oui. Les fameux pays du Club Med. Mais nous sommes le pire. Parce que nous sommes en excédent, nous ne sommes pas en excédent primaire, on en est très loin. Oui. Eux, les deux autres, sont quand même en excédent primaire. Et en outre, nous avons une deuxième particularité française, c'est d'être négatif également sur le plan du commerce extérieur. Nous avons le double déficit. Alors je dois dire qu'on est les meilleurs de la classe, on est les meilleurs, vraiment les meilleurs en Europe. On n'est plus à 3 000 milliards.
En dette cumulée, on est à 7 000 milliards oui, de 6 000, dette. oui, enfin bon... Presque 7 000, excuse-moi, on n'est plus à 1 c'est milliard quoi près. la dette cumulée par rapport aux 3 000 milliards dont on a parlé au début? Ça, pour les comptables, il y a le bilan et hors bilan. Oui. L'engagement hors bilan, moi j'ai été directeur financier pendant très longtemps, l'engagement hors bilan, ça compte. Hein. Okay. C'est-à-dire ce sont les engagements qui ne sont pas comptables au sens précis du terme, mais qui sont des obligations certaines. Et que par exemple, donnez-nous un exemple si vous en avez en la tête. dette des fonctionnaires. La retraite des fonctionnaires, c'est le plus gros. Et donc on est à 7 000 milliards. Pardon. Presque 7 000. Oui. Mais alors, attendez, je vais faire circuler parce que quand on a prédiscuté, Cyril, lui, n'était pas du tout sur cette position alarmiste. Est-ce que vous avez un mot à dire Alors, là-dessus? en réalité, je ne sais pas quoi en penser. Est-ce qu'il faut être alarmiste ou est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter? Il me semble que si ce n'est pas parmi les préoccupations des Français, c'est parce qu'il n'y a pas d'effet concret, en réalité. Ça fait des décennies, il me semble que ça fait des décennies qu'on tire le signal d'alarme. 1974, précisément, premier budget non équilibré. Précisément par l'endettement, il n'y a pas d'effet concret sur la vie des Français, sur le pouvoir d'achat, grâce à la dette. On n'est pas dans la même planète. Alors peut-être, je ne suis pas du tout spécialiste de l'économie, mais il y a quelque chose que Charles Gavgy dit qui me paraît intéressant. Il dit, avant, parce qu'en fait, cette histoire de dette, c'est une inadéquation entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. On dépense toujours plus que ce qu'on gagne depuis des décennies, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les promesses qu'ils font et quels que soient, il me semble, les efforts qu'ils essayent pour essayer de réduire la dette, mais il y a... Quand on s'attaque notamment à la dépense sociale, il y a de telles levées de boucliers dans le pays qu'il recule très vite, ou que ça se fait très lentement. Mais ce que dit Charles Gave, c'est qu'avant le socialisme, ça a duré 3 ans. On dépensait, et puis on était rappelé à la raison par le contexte international, et comme on était tout seul, avec le franc, c'était le tournant de la rigueur. C'est ce que la gauche reproche à Mitterrand depuis des décennies. C'est récurrent. Oui, c'est 80, 83, et après le tournant. Et ce qu'il dit, c'est qu'avec l'euro, c'est terminé, ça. On peut dépenser sans compter. C'est open bar. Et sans arrêter, et pendant des décennies. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas si à un moment, on va se retrouver vraiment devant un mur, mais ce mur est reculé depuis tellement longtemps qu'on finit par se demander s'il est fantastique ou pas. Cyril dit qu'il ne le voit pas, lui, dans sa vie. Et Philippe, ça vous fait réagir. Excuse-moi. Comment vous le voyez, vous? Les hôpitaux marchent de mieux en mieux. Les écoles marchent de mieux en mieux. Les fonctionnaires marchent de mieux en mieux. Le code du travail marche de mieux en mieux. Si tu vois pas dans la vie courante que les dégâts que ça fait, je veux qu'on m'explique. Le RSA, on coupe dedans. Les retraites, on coupe dedans. Non mais, si tu me dis que au quotidien, on le voit pas, je deviens fou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à ça. Moi, j'ai un truc que je comprends pas. Toi, dans ton budget, t'es jamais en déficit et t'as pas le droit d'être en déficit. Toi, sur ton compte en banque, t'es jamais en déficit et ça n'a pas le droit d'être en déficit sur ton compte en banque. Sinon, à un moment donné, on te coupe la tête. Si ton budget familial est en déficit, comment ça se fait que le seul qui puisse avoir des déficits, c'est l'État et que ça pose de problème à personne? Moi, j'arrive pas à comprendre. Quand je regagne 10 euros, j'ai le droit de dépenser 10 euros. Parce que les économistes disent en gros que le budget d'un pays ne fonctionne pas du tout comme le budget d'un ménage. Parce que lui, il a des garanties de revenus. Oui, il a des garanties de pouvoir se payer sur la bête, c'est-à-dire sur le pauvre, sur lequel il augmente les impôts. Et là, il a le droit. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, sauf que justement, et c'est une des différences qui oppose Le Maire à Macron, c'est que Macron dit, surtout pas, on n'augmente pas les impôts, parce que les impôts sont déjà les plus élevés du monde. À quoi il pense, Macron? Il pense à sa réélection future, etc. Et c'est tout. Il fait de la politique de communication, donc il n'a aucun intérêt à dire qu'on va augmenter les impôts. Alors que Le Maire, lui, de façon économique, alors je voudrais qu'on parle peut-être de solutions. Je voudrais un élément essentiel qui a été soulevé à l'instant là, sur l'Europe ou pas Europe. Alors finalement, Cyril dit, oui, c'est vrai, il ne s'est rien passé. On tire la sonnette d'alarme depuis 20 ans et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on a l'Allemagne derrière nous qui honore les échéances à travers Target 2. Et c'est vrai qu'il ne se passe rien, mais il ne se passe rien pour quelle raison? Et combien de temps ça va durer? Bon, moi, personnellement, je pense que ça fait très longtemps que je pense que ça va pas durer longtemps, mais ça dure. Oui, à force. J'ai sous-estimé, pas moi, personnellement, je suis rien, mais enfin, je veux dire, les décideurs ont sous-estimé quand même le poids de la Banque centrale, de l'accord de la Banque centrale, etc. Les banques centrales ont pu beaucoup et peuvent encore beaucoup, vont même peut-être encore nous éviter le grand saut, peut-être le mois prochain. C'est possible, c'est possible. C'est même souhaitable, évidemment. Mais un jour ou l'autre, ça cassera. C'est inévitable. Alors, ok, moi je voudrais juste qu'on fasse un tour des solutions.
Parce que tout le monde sait Europe que... ou pas Europe, voilà une des grandes... Okay. Mais pour combler un déficit, et alors là on revient à ce qu'on fait dans un ménage, soit on coupe ses dépenses, soit on travaille plus et on gagne davantage. Donc un État, c'est payer plus d'impôts, c'est collecter plus d'impôts. C'est quoi le troisième? Le troisième, on peut taxer les super-profits. Okay. Donc ça, c'est la solution. C'est une des solutions. Okay. C'est un commencement de solution. On peut taxer, on peut lutter contre l'optimisation fiscale. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le dessus de l'iceberg, c'est 120 milliards d'optimisation fiscale découvert. Le dessus de l'iceberg, tout le monde sait qu'un iceberg, c'est petit en haut et c'est énorme en dessous. Donc il y a des solutions. Mais les solutions, on ne veut pas les taper. On va taper sur la pauvreté, on va taper sur le peuple pour rembourser. Ok, Philippe, donc solution Philippe, c'est on va taxer les super profits et on va taxer les super riches, c'est ça l'idée? J'ai pas dit qu'on va taxer les super riches, j'ai dit qu'on va répartir un peu plus équitablement l'argent qui rentre. Parce que de l'argent qui rentre. Mais est-ce que ça veut dire que c'est à recette fiscale identique? C'est-à-dire qu'on finalement, on taxe plus ceux qui ont plus et on taxe moins ceux qui n'ont pas grand-chose? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on augmente le niveau de... Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des entreprises, entre guillemets, qui se font immatriculer en Irlande ne payent pas d'impôts en France? Est-ce que c'est normal que les grosses entreprises, les grosses plateformes ne payent pas d'impôts en France alors qu'ils travaillent en France? Il y a des solutions sur lesquelles on pourrait Alors chercher. Ça, c'est la solution Pasco. Ok. Jacques-Georges. Moi, je suis assez d'accord là-dessus, mais malheureusement, c'est pas du tout à la taille du problème. Pas du tout. On peut grappiller quelques milliards par-ci par-là, même éventuellement quelques dizaines de milliards par-ci par-là, mais c'est pas la question. Une fois encore, il faut trouver 200 milliards avec des recettes de 350. C'est ça notre problème. Il va falloir non seulement payer des intérêts qui vont croissant, qui vont rapidement atteindre 100 milliards par an, mais il va falloir rembourser à partir de ça. Alors et pourtant, la France augmente en permanence. La France emprunte en permanence. Hein. Ah bah bien sûr. Tous les mois, il y a... Ok, donc tous les mois, on rembourse aussi, d'ailleurs. C'est là que le problème va apparaître un jour. Mais un jour, peut-être demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, les créanciers vont dire... J'ai plus très confiance. Voilà. Est-ce que France est un bon risque? Et là, Jacques, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais Jacques, je vous demande des solutions. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, je le traduis autrement. Hein. Vous me dites, en gros, c'est difficile de trouver 200 milliards. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut couper les dépenses. Ah, bien sûr. Okay. Il faut couper les dépenses et augmenter les recettes. Il faut les deux. Ok, mais Philippe, il dit, l'hôpital va mal. Chacun le constate. L'école va mal. Or, l'hôpital et l'école demandent plus d'argent. Et Jacques, il dit, comme les 200 milliards, on ne va pas pouvoir les collecter, il va falloir arrêter de les dépenser. On travaille à court terme. Oui. On travaille à court terme. Aujourd'hui, renforcer l'hôpital, c'est faire qu'il y a moins de gens malades demain. À partir du moment où il y a moins de gens malades de moins, on dépensera moins. Renforcer l'école, c'est faire qu'on aura des gens, entre guillemets, de plus en plus intelligents, entre guillemets, je mets bien des guillemets, plus qualifiés, etc. Donc on produira et on sera plus productif. Okay. Et les gens partiront pas à l'étranger, les cerveaux partiront pas à l'étranger. Donc malheureusement, aujourd'hui, les politiques travaillent à court terme. Donc on est obligé d'investir, donc de sortir de l'argent pour éventuellement en gagner plus tard. Ouais. Sauf que le problème, dit Jacques, est à court terme. Je voudrais qu'on fasse le tour. Hein. Je ne serai pas très optimiste. Je pense que le nœud gordien sera tranché par une grande crise financière mondiale qui apparaîtra à un moment donné, parce qu'on parle de la dette française, mais on n'est pas les seuls. La dette américaine est absolument colossale, qu'elle soit publique, privée ou entrepreneuriale. Elle est gigantesque, la dette américaine. Et pourtant, les États-Unis, actuellement, grâce à cette dette, disent on est en train d'investir sur le futur, on est en train de faire ce que dit Philippe, c'est-à-dire qu'on est en train d'aider la création de grandes entreprises. Il y a énormément d'emplois, donc c'est... Oui, parce qu'ils pillent l'industrie européenne, notamment allemande, qui, coupée du gaz russe, est obligée maintenant de déménager ses industries aux États-Unis, où le gaz est 3 fois moins cher et où la fiscalité est très avantageuse. Mais si on considère la Chine aussi, la Chine a une fragilité bancaire financière considérable, malgré son activité manufacturière d'usine du monde. Si on regarde le Japon, ça fait 40 ans qu'il... Ça veut dire que vous êtes ultra pessimiste. Oui, plus qu'ultra encore pessimiste. Okay. Je pense que la crise est systémique et le collapsus sera systémique. Et donc ça, c'est aussi une manière de purger la dette. En gros, ça l'annule, quoi. De toute façon, ne nous illusionnons pas. Aucun gouvernement ne va faire les
purges drastiques tant que c'est la crise qui fera les purges. C'est pas les gouvernements, c'est la crise qui fera les purges. Et la crise et la guerre. Et la guerre est souvent un moyen de régler. Et la guerre. Il y en a. Ok. Et donc c'est une crise mondiale qui réglera le problème. Et là, dans le bouquin, là, ils avaient prévu déjà, c'est la dictature du FMI. Si j'étais jeune aujourd'hui, moi, je me placerais au FMI, parce que le gouvernement mondial, c'est le FMI demain. Voilà, pour cette raison que vous avez dit. Tu es un égoïste ? Comment ? Donc tu serais un égoïste ? Ah bah bien sûr. Chacun... Moi, je me battrais contre le FMI. Ah, d'accord. Non, mais il faudra bien que quelqu'un, effectivement, fasse cette réorganisation mondiale, financière mondiale. Oui. C'est effectivement un problème global. Nationalisons les banques, hein. C'est aussi une solution. Ah, mais oui. Sauf que, est-ce que la nationalisation de quoi que ce soit a réglé le moindre problème pour le moment ? Ça a permis déjà d'éradiquer les dettes. Ouais. Enfin, bon. Il y en a un qui n'a pas parlé, hein. Le temps est écoulé, mais je vais lui laisser la parole. Il me semble sur les sommes énormes qui restent à trouver, je ne sais pas si ça fera le compte au niveau d'une optimisation fiscale ou d'une taxation des super-profits. Il y a peut-être d'autres piste à rechercher, c'est taper dans la dépense sociale, quoi, réduire la dépense sociale. Parce que, enfin, c'est déjà fait. Non, c'est pas fait partout. On se rend compte qu'il y a d'énormes dépenses inutiles, à la fois dans le fonctionnement de la fonction publique. On se rend compte que les résultats sont pas là, alors qu'on dépense plus que nos pays voisins sur l'éducation, sur l'hôpital, Mais tant mieux qu'on dépense plus que les pays voisins. Oui, ça dépend pour quel résultat, et ça dépend si on s'endette pour ça ou si c'est financé. Mais c'est déjà fait. Ils viennent de réduire même pour les chômeurs de plus de 50 ans, ils viennent de passer de 21 à 18 mois le remboursement. Oui, on réduit petit à petit un système à zéro. On n'en est pas à jeter les gens dans la rue et à les voir mourir. Il y a un filet social encore. On n'est pas loin. Hein. Oh, si on est mais loin. si, pour réduire la dette. Oui, non, mais il nous reste un filet social qui couvre largement la majorité des besoins vitaux. Moi, je pense que c'est un des chemins parce que taxer les profits, c'est-à-dire qu'on va prendre à des gens qui réussissent. De taxer les super profits. On va le laisser. À condition que ce soit faisable, parce qu'on est dans un marché mondial qui ne nous permet pas de tout faire sans crainte de représailles qui serait pire que. Dans lequel le remède serait pire que le mal. Excuse-moi de t'interrompre, il faut avoir un peu de couilles en politique. Oui, non, mais même, c'est pas simplement une question de courage, c'est une question, pour moi, philosophique il faut savoir si on prend de l'argent à des gens qui en gagnent beaucoup ou si on arrête d'en donner à des gens qui vivent d'assistanat chroniquement. Ça arrive aussi. Et on peut régler le problème. J'en prends un. On a dans le dernier causeur une étude de l'Observatoire de l'immigration qui explique le coût de l'immigration, mais pas seulement le coût du dernier migrant arrivé ou du financement de la demande d'asile, le coût d'immigration sur plusieurs générations. Et on se rend compte qu'il y a des populations qui sont accros à l'aide sociale de façon chronique. Et au bout de 3 générations, ils sont toujours en échec scolaire et toujours majoritairement demandeurs d'aide sociale. Je prends juste un chiffre qui ne concerne pas l'immigration de 3 générations, mais 58% des Algériens en âge de travailler sont au minimum social, c'est-à-dire qu'ils sont sur le territoire français sans travail, en vivant de l'aide sociale. Il y a peut-être là aussi, même si ça ne fera pas le compte, évidemment, de tout ce... Mais ça fait partie des pistes. À l'autre bout du spectre, des pistes qu'il faut peut-être explorer. Merci Cyril. Le mot de la fin. Juste une chose, c'est bien beau de taxer le super-profit, mais tant qu'on a un régime de liberté d'échange et de liberté de circulation des capitaux, les capitaux s'en vont ailleurs si on les taxe. C'est ça le problème. Hein. Oui, mais enfin, bien sûr, il y aura un contrôle d'échange immédiat, ça va de soi. Alors voilà. Bien sûr. Pourquoi certains pays arrivent à le faire ? Pourquoi les États-Unis, par exemple, arrivent à aller choper des gens qui truandent en dehors du pays pour les juger chez eux et que nous, on ne le fait pas ? Parce que c'est la puissance impériale. Nous, on ne peut pas le faire, alors. C'est la puissance impériale. On est dans un libre-échange, et comme on est dans un libre-échange, mais eux, il y a plein de pays qui le font. Ils ont un budget militaire de 800 milliards et pas nous. C'est ça la différence. Le budget, on a encore augmenté. Donc c'est aussi des volontés politiques, et malheureusement, la volonté politique d'aller chercher l'argent où il y en a en France, on ne l'a pas. Je rappelle encore que Apple paye que dalle en impôts en France. Alors, je rappelle que Google ne paye que dalle en impôts en France. Je rappelle que les plateformes payent que dalle en impôts en France. Et c'est pas être anarchiste ou communiste de dire ça, c'est une simple réalité. Et par contre, on s'occupe d'aller taxer les détails, on s'occupe d'aller taxer les petits, on s'occupe d'aller taxer le peuple, parce que le peuple ne peut pas répondre. On va pas vous réconcilier. J'ai prévu d'organiser donc un combat entre vous deux, puisque clairement, il y a des choses, mais peut-être qu'il va s'ajouter un combat Pasco, Benassar. Mais je ne suis pas contre tout ce qui a été dit. Oui. Mais malheureusement que moi, j'essaye d'avoir les deux discours. Taxer les super-profits et aussi lutter contre les gens qui abusent. Sauf qu'il faut avoir des vrais chiffres. Par exemple, les gens qui truandent au RSA qu'on montre du doigt, c'est peanuts.
C'est peanuts, les gens qui trouvent. Et on en fait tout un débat médiatique. Maximum 8 milliards. C'est que dalle, c'est que dalle. Ok, merci messieurs. C'était un débat extrêmement riche. On a largement débordé, mais c'est une habitude pour le premier sujet. On se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième. À tout de suite. La loi SREN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sécuriser, réguler l'espace numérique. En gros, c'est une loi qui vise à régulariser le Far West qui se passerait sur Internet à travers un certain nombre de mesures et votée aujourd'hui. 10 avril, c'est le jour de notre enregistrement. Cette loi va être votée aujourd'hui puisqu'elle a été approuvée au Sénat. On sait qu'il va y avoir une majorité qui va se dégager là-dessus. Elle vise donc à régulariser ce Far West, à mettre des règles, entre autres sur l'anonymat, sur le cyberharcèlement. Elle vise en fait à protéger les citoyens, puisqu'elle dit en gros qu'elle vise à protéger les citoyens et à protéger les entreprises. Sauf que au sein de cette loi se cache un problème que Philippe a signalé, qui est le délit d'outrage en ligne, qui serait puni de 300 €. Et donc je cède la parole à Philippe pour nous expliquer en quoi ça vous semble périlleux. Ah ben, c'est dingue, c'est-à-dire que ça devient une habitude macroniste, entre guillemets, depuis quelques années, où on vous présente une super loi contre laquelle on ne peut pas être contre. Le cyberharcèlement, à un moment donné, il faut réguler ce Far West. Quand je vois le combat qu'a fait Mila contre les gens qui l'a cyberharcelé, comment elle a dû se battre pour arriver à ce que ces gens soient jugés, on ne peut pas être contre. Mais l'habitude macronienne, qui est une habitude perfide depuis maintenant 2017, c'est dans ces lois qui paraissent intéressantes médiatiquement, quand vous creusez un petit peu et vous soulevez le tapis, vous trouvez toujours des trucs de fou. Et là, il y a un article 5 bis qui a été proposé par un député du Modem, je crois, et qui est passé comme une lettre à la poste au Sénat, qui est sur l'outrage en ligne. En ligne. Oui. Ça a l'air de rien, qui va être passible de ce qu'on appelle une AFD, amende forfaitaire délictuelle. C'est-à-dire que dans cet article de loi, si jamais il passe, vous avez le malheur une seule fois, de naître sur Internet à quelqu'un, tu sais, je ne te trouve pas beau. Écoutez bien ce que je dis. Je ne te trouve pas beau. Si la personne à qui vous avez adressé ça trouve ça offensant ou humiliant une seule fois, on a le droit de vous mettre une amende forfaitaire délictuelle sans passer par un juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de réduire à peau de chagrin la liberté d'expression de chacun sur Internet. Et cet article-là, s'il passe, je peux vous assurer que les dérapages qu'il va y avoir, parce que plus de juges, une amende forfaitaire, et qui décide que c'est offensant? Qui met cette amende, du coup ? Ça peut être les gendarmes, ça peut être les flics, qui décidera de te la mettre, qui aura l'autorité, te mettra une amende. Je dis, t'as un gros nez. Une seule fois, on ne parle plus de harcèlement. C'est pas m'apprendre grand-chose, Philippe. Mais oui, mais ça peut être offensant. Oui. Donc si tu trouves ça offensant, tu as le droit de t'adresser à l'autorité qui viendra me mettre une amende forfaitaire délictuelle de 300 €. Et pourtant, Philippe, je dis bien vous êtes visible sur les réseaux sociaux. Complètement. Moi, à cause de cette émission, je subis des critiques qui sont tout à fait légitimes, mais il y a aussi des gens qui me disent les pires choses. Oui. Est-ce que c'est bien normal ? Mais il y a des lois pour ça. Des gens qui m'envoient des lettres anonymes. À partir du moment où c'est une injure, à partir du moment où c'est un délit sexuel, à partir du moment où c'est un cyberharcèlement, nous avons déjà un panel de lois qui fait qu'on peut se défendre. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas qu'il faut pas se donner du mal, parce que malheureusement, de plus en plus, ils restreignent la possibilité de se battre en justice. Mais on peut encore. Pourquoi en rajouter ? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on en est au point où on a fait un délit de cheveux ? Discrimination capillaire. Discrimination capillaire. C'est quoi ça, c'est-à-dire que si jamais tu vas chez un patron, c'est parti, ça devient fou. Si jamais tu vas chez un patron et que le type te dit non, je vous prends pas parce que vous êtes mal coiffé, tu commets un délit. D'accord, ok. Ça me rappelle l'histoire de la moustache chez Disneyland il y a quelques années. C'est un truc de fou. Et ça fait partie, petit à petit, du lissage, entre guillemets, dans la normalité de toute la société, y compris en liberté d'expression, parce que ce 5 bis sur cette loi, qui, quelque part, sur le cyberharcèlement, n'est pas inintéressant, fait que tu ne pourras rien dire,
plus rien dire. Les Desproges, les Coluche, tous les gens qui avaient un petit peu de verve, les Dieudonné, c'est fini. Une seule fois en plus. On ne parle pas de faits répétitifs. C'est-à-dire, je ne dis pas 10 fois, t'as un gros nez, t'as un gros nez, t'as un gros nez, t'as un gros nez. Je le dis une seule fois. Finir par être traumatisé. Non, mais je le dis une seule. Non, mais t'as pas un gros nez, c'est pas vrai. Ah bon? Non. Mais c'est un signe de flair et d'intuition. Ouais. Je le dis. Je le dis une seule fois en ligne. Tu as le droit de m'attaquer parce que tu te sens humilié ou offensé. Oui, mais pardon. Il y a un moment donné, on devient Philippe, fou. le problème, c'est pas ça. C'est l'anonymat sur Internet qui permet les pires excès, non? Est-ce que j'ai dit que j'étais contre? On fait peut-être le tour. Cyril. Je pense que revenir sur l'anonymat sur Internet, c'est plutôt un bon objectif. Parce que moi, je suis pour une liberté d'expression totale, mais qui s'accompagne de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on signe, je dis ce que je veux, mais je signe, c'est moi qui le dis. Maintenant, je voudrais revenir sur cette histoire de discrimination capillaire. Ça va même plus loin. C'est-à-dire que le député qui a présenté cette loi expliquait... expliquait que même dans un cadre privé, c'est-à-dire à la machine à café, vous faites une blague en disant, vous voyez votre collègue qui est un noir coiffé afro, vous dites, tu t'es coiffé comme Bob Marley, puisque c'est vécu par lui comme quelque chose d'offensant, ça pourrait être l'objet d'une poursuite et d'une amende. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, le critère pour juger si quelque chose est répréhensible ou pas, c'est le ressenti. C'est-à-dire que quelqu'un qui ressent qu'il a été offensé par un propos, il peut s'en plaindre et peut être écouté par la société qui va lui dire « tu as raison, c'est offensant ». Et ça, moi, je pense que c'est inévitablement, parce qu'on parle du passé avec Desproges, Coluche, on était dans une société relativement culturellement homogène. Et le multiculturalisme au sens large, c'est pas seulement l'arrivée d'immigrés qui viennent d'autres continents, mais aussi l'explosion des différences qu'il faudrait respecter, et qu'il faudrait presque sanctifier, le transgenre par exemple. Ce multiculturalisme-là fait que on n'a plus le droit de s'exprimer publiquement que sur les plus petits dénominateurs communs. Et tout ce qui pourrait être vécu comme quelque chose d'offensant, une blague, un truc, n'importe quoi, ça va être effectivement visé par la loi et visé par la sanction. Donc ça vous C'est-à-dire que c'est la susceptibilité des minorités qui, les unes après les autres, vont dire ah ben non, ça m'offense, ça m'offense. Et on a déjà perdu le droit au blasphème, pas par la loi, par les faits. C'est-à-dire que maintenant, plus personne n'osera se moquer du prophète, pas parce qu'il sera visé par une loi, parce qu'il sera menacé d'assassinat ou d'un attentat. Et ça, on l'a vu dans toute la presse, c'est terminé. Ouais. J'y mettrai une nuance. Je vous invite à aller regarder le dernier spectacle de Florence Foresti, qui s'appelle Boys, 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 où elle a tout un sketch sur la création de Dieu. Et elle met clairement dans le même sac Allah, tous les dieux, des religions monothéistes. C'est très fort. C'est très fort et c'est contraire à ce qu'on dit sur le fait qu'on ne peut plus rien dire, quoi, que Desproges... Une bonne escorte, hein, j'espère. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une bonne escorte. Ils savent parfaitement jusqu'où il faut ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que le blasphème, surtout sur l'islam, parce que les autres, on risque un procès, l'islam, on risque de se faire égorger, c'est très différent. Et juste un dernier mot sur Dieudonné. Effectivement, Dieudonné, je trouve qu'il y a deux choses différentes de Dieudonné. C'est-à-dire que quand il fait des blagues sur le judaïsme, c'est tout à fait drôle, tout à fait acceptable. Quand il dit, je donne un exemple, par exemple, le peuple élu, mais moi j'ai pas voté. C'est très drôle. Et en plus, c'est une critique très, très pertinente du judaïsme. Mais quand dans le même sketch, il parle des juifs qui sont recyclés les négriers recyclés dans la banque et dans le banditisme ou je ne sais quoi, là, on dérape dans l'antisémitisme, et quand par ailleurs il se présente sur une liste antisioniste, là on est dans la politique. Donc Dieudonné, peut-être qu'il ne faut pas le censurer tout le temps, mais il faut quand même être vigilant. Il joue sur les deux tableaux et il franchit les frontières dans les deux sens en permanence. Il y en a un qui veut parler, excusez-moi, je distribue la parole, parce qu'autrement, Laurent. Il y a là un totalitarisme numérique qui se met en place et qui ressemble de plus en plus au totalitarisme numérique chinois. Et il était très intéressant de voir comment, dans une démocratie telle que la France, on arrive finalement à accepter de proche en proche ce totalitarisme numérique qui transforme la société française de plus en plus en société de type Big Brother, le roman de politique fiction. Et comme ça se fait par petites touches successives,
ben finalement, les gens ne se méfient pas trop. Et puis un jour, ils vont se retrouver tellement corsetés qu'ils ne pourront plus réagir à ce moment-là. J'entends bien, Laurent. Je vais peut-être vous donner un argument un peu d'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un truc à faire ? Parce que ce que j'ai nommé, et ce que disait Philippe, cyberharcèlement, arnaque Internet, haine en ligne, accès, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, l'accès porno des mineurs. Non, mais tout ça, c'est des choses à Je crois que Philippe Pasco a bien résumé la chose. J'ai aucun problème par rapport à ça. Il y a déjà des textes de loi, et à la limite, il faut les renforcer. Voilà. Mais pourquoi rajouter un serrage de la liberté d'expression sur une fois ? Je ne parle pas d'un cyberharcèlement. C'est-à-dire que je le dis dans l'article 5, il ne suffira qu'une seule fois sur Internet, je dise que tu as un gros nez, pour que tu te sentes offensé. Alors, je vais vous lire les textes pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Je l'ai imprimé parce que c'est quand même un peu long. Le délit d'outrage en ligne donc, permettra de sanctionner le fait de, j'ouvre les guillemets, diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Qui décide ? Voilà. Et surtout, c'est extrêmement vague, extrêmement flou. Et ce ne sera même pas le juge, parce que la situation actuelle n'est pas du tout satisfaisante sous contrôle du juge. Mais là, il n'y aura même pas de contrôle du juge. C'est ça, c'est l'innovation, là, si on peut dire. Mais je dirais que tout ça, ce n'est que le dernier état d'une évolution qui date de 72, avec la loi Pleven, Ensuite, il y a eu Rappelez-nous ce que c'était, parce que 72, la loi Pleven, c'est sous Pompidou. Pompidou, je rappelle, c'est 69-74. Au milieu, il y a la loi Pleven qui introduit déjà c'est la première modification majeure de la loi depuis la loi française, depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Voilà. C'est la première entorse majeure à la liberté d'expression et de la presse. Bon, c'est à partir de ça qu'on a vu ce... C'est sur la diffamation, des choses comme ça, c'est ça ? C'est sur l'antisémitisme, et puis c'est sur de façon générale, le bien-pensé. Voilà, c'est la dictature du bien... C'est le début de la dictature du politiquement correct, de la moraline et de l'intimidation, etc. Voilà, c'est le début d'une longue évolution, et c'est voulu... Pas seulement c'est voulu par tout le monde. Oui, c'est voulu par la droite, c'est voulu par la gauche. Il y avait un consensus là-dessus. Là, 1881, c'était une espèce d'idéal qui a fonctionné quelques dizaines d'années, ce qui est un miracle. C'était 1981 que vous vouliez dire. 1881. 1881, la loi sur la presse. Il n'y a pas voilà. Pour moi, c'était une espèce d'idéal qui a été détruit à partir de 1972. Voilà, vous parlez, vous aussi, d'un grignotage, quoi. D'un grignotage. Je vois Philippe Pasco qui n'a pas l'air d'accord. Ça vous pose quoi ? Non, moi, encore une fois, ça ne me pose pas de problème qu'on restreigne tout ce qui est extrémiste. Donc, moi, je suis pour la libéralisation, entre guillemets, c'est-à-dire l'obligation de mettre son nom quand tu publies quelque chose sur Internet. Je suis pour qu'on renforce les lois sur le cyberharcèlement. Je suis pour qu'on tape sur la tête des types qui font de la haine en ligne. J'ai aucun problème là-dessus. Ce qui me gêne, c'est que les gens en profitent pour renier sur nos libertés individuelles. Et ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi, la liberté collective, où les gens n'ont pas le droit de transmettre de la haine, de répandre de la haine sur Internet, de te harceler par le numérique, mais je suis pour qu'on les contrôle et qu'on renforce la loi contre les gens et qu'on punisse plus ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas tellement punis. Mais par contre, nos libertés individuelles de pouvoir dire, encore une fois... Mais ça passe par quoi ? Ça passe parce que en fait, tout ça... Cet article 5. Non, mais tout ça est possible parce qu'on le fait de manière anonyme. Parce qu'on envoie une lettre, comme on le faisait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec signé Le Corbeau, et puis voilà, c'est tout. Donc, si demain il y a un passeport numérique, si pour être sur Internet, et je vous demande votre avis, on doit mettre sa pièce d'identité, on doit s'être enregistré quelque part, est-ce que ça vous paraît être une restriction des libertés ou une protection ? À condition qu'il n'y ait pas... Voilà, Cyril Benassar. Et à condition qu'il n'y ait pas un algorithme comme il y a aujourd'hui, qui derrière contrôle ce que tu dis. Oui. Parce que c'est aussi ce qui se passe en ce moment. Oui. C'est-à-dire que tu veux publier un truc qui n'est pas dans l'algorithme de Facebook ou d'autres choses, on te supprime ton post immédiatement. Alors, on va faire le tour.
Cyril, moi, vous êtes OK pour ce que je vous propose, hein, je viens de l'inventer d'une certaine manière. Mais moi, je trouve qu'effectivement, il y a des bonnes choses, mais effectivement, ça dépend ce qu'on risque. Si, en signant ces propos, on peut recevoir une amende de 300 € parce qu'on a fait une remarque sur quelqu'un ou qu'on a dit on s'est moqué d'une religion ou que quoi que ce soit. Mon fameux nez, ça va, c'est pas suffisant. Mais moi, je crois qu'on fait une erreur d'analyse en pensant, pardonnez-moi, en faisant référence à Orwell, à Big Brother. Ça n'est pas un pouvoir centralisé, on n'est pas en Chine, ça n'est pas un pouvoir centralisé qui voudrait censurer Internet pour interdire tous les propos qui seraient contraires à ses intérêts, à sa sécurité. En fait, la demande, elle vient de la base, elle vient de tout le monde. C'est une susceptibilité hypertrophiée qui, aujourd'hui, dicte ce genre de loi. Et je pense qu'au gouvernement, ils ont répondu à une demande. C'est-à-dire qu'ils en ont marre de voir tout le monde en permanence qui se plaint d'avoir été insulté, moqué, raillé sa croyance, son truc, son machin, et qui se retrouvent dans les tribunaux, et ils veulent mettre le haut là, ça. Mais c'est une demande populaire de la base sur des susceptibilités. De la Boétie, oui, c'est encore pire. C'est une demande de surveillance de l'autre, mais ça ne vient pas d'en haut. Et je terminerai avec juste 2 exemples. Il y a des écrivains qui sont tricards aujourd'hui, qui ont été virés de leur maison d'édition. Je pense à Richard Millet, je pense à Renaud Camus. Ça n'est pas un pouvoir central, c'est leurs collègues, c'est leurs confrères écrivains qui ont fait pression auprès des maisons d'édition pour qu'on les foute dehors. Et à tous les niveaux, c'est ça. Dans le cinéma, s'il y a une espèce de macartisme qui s'impose, c'est parce que ce sont des petites actrices qui se plaignent donc c'est tout le temps, à tous les niveaux, la base, les gens qui demandent plus de protection sur ce qu'ils pourraient entendre, qui pourrait les choquer. Et je pense qu'il faudrait avoir un pouvoir fort dans cette société qui dit la France, c'est le droit de se faire insulter, de se faire moquer, qu'on se moque de vos croyances, de tout ce qu'on veut. Ça devrait être ça. Et on se couche. Moi, je suis pour la liberté, mais je suis aussi pour la répression de cette liberté. Ce qu'il n'y a pas forcément. Pour la responsabilité, si tu veux. Et là, il y a un gros problème. À partir du moment où on supprime l'anonymat, je suis d'accord, mais par contre, tu dois pouvoir dire ce que tu veux dire, en sachant que si tu le dis, tu risques de te faire allumer. Oui, mais c'est un peu ce qui est proposé. Non, après, il y a des règles. Je parle de haine, je parle d'harcèlement, je parle d'abus sexuels, je parle pas du simple fait que tu as un gros nez, où tu mets la marge. Ouais. Et aujourd'hui, la marge, on sait même pas où elle est mise. Aujourd'hui, tu publies une photo, une photo sur certains réseaux sociaux, tout à fait propre, etc. Tu vas dans un musée, tu en vois. Ils te la suppriment dans les 3 secondes parce que ça ne répond pas aux normes sociales définies. Qui les définit, les normes sociales ? On ne sait même pas qui les définit. Oui, mais je vais à l'encontre de ce que dit Cyril. Aujourd'hui, tous les gouvernements, y compris le gouvernement français, cherchent à réduire la liberté d'expression des individus si ce n'est pas dans les normes de ce que veut ce gouvernement. Ouais. Et ils sont en train de le faire. Mais Cyril a une autre analyse. Il dit en gros que ça remonte de la base. Vous pensez que ça vient d'en haut ? Lui, il dit qu'il ça remonte de la base quand tu es abreuvé, entre guillemets, quand tu es abreuvé de publicité, de consommation, etc., le peuple le suit. Et en plus, c'est vachement simple à comprendre. La plupart des gens sont pour qu'on critique et qu'on tape sur la tête du petit délinquant qui crache par terre. Parce que le petit délinquant qui crache par terre, il le rencontre tous les jours quand il sort dans la rue. Par contre, ce qui est un petit peu au-dessus, les 3 000 milliards, les 7 000 milliards de dettes, l'individu lambda, il peut même pas s'en rendre compte. Donc il est évident que ça vient de la base, parce que la base, elle ne voit que ce qu'elle peut voir. Merci. Oui. Jacques, ça sera le mot de la fin. Bon ben, ça va être très rapide. Je suis étonné qu'on n'ait pas parlé de wokisme, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, je dirais. La séparation de la société en 2 morceaux, les dominants, les dominés. L'intersectionnalité des dominés, des luttes. Et ça donne exactement ce qu'on est en train de décrire depuis 20 minutes. Voilà. Bon, merci beaucoup, parce qu'avec cette parole, vous remettez 20 minutes dans temps de parole. Hein. 20 jours de discussion. 20 jours de discussion. Oui. Okay. Et pourtant, on a un 3e sujet, vous me voyez venir, et on se retrouve dans quelques secondes pour justement l'aborder, ce 3e sujet. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Gaza. Alors je vais vous donner quelques chiffres. 72% des logements seraient détruits, 92% des routes, 84% de la santé serait inopérante. Un total de réparation d'environ 17 milliards d'euros sur une toute petite bande de terre. Hein. Donc les destructions sont effroyables. Et dans ce climat
à mon avis, un peu incompréhensible, mais je vais donner la parole à Cyril. J'ai voulu apporter le fait que, est-ce qu'Israël, qui mène cette guerre à cause des otages pris, à cause de ce pogrom qui a eu lieu, indéniablement, en octobre, est-ce qu'Israël n'est pas en train de mettre en péril son existence même en faisant subir en réponse une hécatombe à Gaza? Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, pogrom, hécatombe, c'est Gilles Kepel. Allez, Cyril Benassar. Oui, moi je crois que, comme à chaque fois qu'Israël est en guerre avec les Palestiniens, avec le Hamas, très vite ils perdent la guerre des médias, ils perdent la guerre des images. C'est pas très difficile. Quand on balance des images d'enfants qui pleurent en face de soldats israéliens armés, voilà, le compte est vite fait, surtout qu'il y a beaucoup d'ignorance sur toute la jeunesse de ce conflit, pourquoi on en est arrivé là, et le procès est fait à Israël. Maintenant, sur l'idée qu'Israël va être mis en danger ou déstabilisé dans la région, j'y crois pas du tout, pas une seconde. Je pense que malgré ce que les gouvernements des pays arabes autour donnent à leurs opinions, à la rue arabe, c'est-à-dire pas grand-chose finalement, des condamnations sur la forme, un peu d'aide à Gaza, mais pas de véritable condamnation d'Israël très forte. C'est vraiment fait à bas bruit. Je pense qu'en réalité, les gouvernements sont très contents qu'on les débarrasse du Hamas. L'Égypte est très contente qu'on les débarrasse de cette branche des frères musulmans qui a semé le chaos chez eux. L'Arabie saoudite cherche à normaliser ses rapports avec Israël et c'est pareil. Le Hamas comme Al-Qaïda, pour eux c'est une plaie, ceux qui en débarrasseront sont leurs alliés. Et c'est comme ça en réalité un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'hypocrisie. Le Canada qui décide d'interrompre ses livraisons d'armes, en réalité il livrait 1% des armes dont a besoin d'Israël. Ça a duré un peu. Le Royaume-Uni est revenu là-dessus très vite. C'est-à-dire qu'on donne à l'opinion, à la rue, une rue qui est très en colère, dégage. Et puis ensuite, on ne fait pas grand-chose d'autre. Cyril, si j'entends bien, vous êtes en train de me dire que c'est presque le contraire. Que finalement, cette guerre qui semble, d'après vous, arranger les voisins, serait presque un moyen de renforcer la légitimité d'Israël. Alors, la renforcer, pas la renforcer en soi, mais ne pas du tout la mettre en danger, ne la mettre en cause. Je ne crois pas du tout. On va faire le tour. Philippe Pasco. Moi, je suis en partie d'accord avec Cyril, la grande hypocrisie mondiale par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que là aussi, quand on veut arrêter les choses, on peut arrêter les choses, mais il faut bien voir que derrière, il y a des intérêts économiques. Qui vend des armes ? On est repassé deuxième en vente d'armes. Oui, mais là, c'est les États-Unis qui sont le principal soutien d'Israël. On a tout intérêt, nous aussi. Je veux dire, là, c'est une grande hypocrisie. Israël ne va pas tomber pour ça, et puis en plus, ça, ils n'en ont rien à foutre. Moi, ce qui me rend malheureux, c'est que d'un côté, il y a des dirigeants du Hamas qui sont planqués en Arabie Saoudite et qui laissent des gamins se faire bousiller. Et de l'autre côté, il y a un Netanyahou, j'arrive jamais à le dire, le youyou, là, qui est planqué dans son bunker et qu'on voit des gamins israéliens se faire buter. Moi, c'est ce qui me rend le plus fou par rapport à ça. Après, toutes les guerres, je le dis à chaque fois, c'est des gens qui sont dans des bureaux et des gamins qui se font buter. Moi, fondamentalement, je suis contre. Et ça va arranger, encore une fois, qui ? Ça va arranger des gens comme Bouygues, qui vont reconstruire derrière. Ça va arranger des États qui, derrière, vont investir du fric pour, soi-disant, reconstruire des pays. Maintenant, je suis d'accord. Il va bien falloir payer les 17 milliards de destruction. Donc, c'est pas Gaza qui va financer. Ça va encore être Comment ça s'est passé au Liban ? Qui c'est qui est le plus grand bénéficiaire au Liban ? C'est Bouygues, derrière, parce que l'argent, on le retrouve pour reconstruire, on réemprunte, etc. De toute manière, il y aura de l'argent, l'Arabie versera un petit peu de pognon. Mais moi, je suis d'accord, on veut se débarrasser du Hamas, qu'on a voulu se débarrasser d'Al-Qaïda, et ça arrange bien, en sous-main diplomatiquement, que quelque part, l'Israël fasse le sale boulot. Jacques Georges. Oui, moi, je pense qu'on est comme c'est souvent dans l'histoire, on est face à deux légitimités très fortes, très fortes, et complètement incompatibles. D'un autre côté, d'un certain côté, les Palestiniens se défendent sur leur territoire de toujours. De l'autre côté, on a un État qui défend son droit à l'existence et à l'identité. Bon, comment faire ? C'est très fort, c'est très légitime des deux côtés, et on fait comment ? Parce que jamais deux populations n'ont pu coexister durablement sur un seul territoire. Ça va se terminer. Il y a que deux scénarios, in fine. À court terme, il y a le scénario des deux États. Moi, personnellement, je pense que c'est la bonne solution à court terme. À court terme. Mais à long terme, ça sera tout l'un ou tout l'autre.
Soit Israël continuera son nettoyage ethnique pour arriver à un territoire homogène qui soit susceptible d'être économiquement et diplomatiquement viable, ou bien il sera bouffé il sera étouffé ou éliminé, comme le royaume latin de Jérusalem de 1099 à 1291. Voilà. Donc remonter au temps des croisades, hein, littéralement. Hein. Absolument. Donc il y a, à mon avis, à court terme, la solution des deux États qui est un compromis instable, et puis à long terme, tout l'un ou tout l'autre. Moi, c'est ce que je crois. OK. La situation actuelle est inquiétante parce que on sait que derrière le Hamas, il y a l'Iran. L'Iran a ses proxys, il y a le Hamas, le Hezbollah, il y a les Houthis en mer Rouge, et puis il y a les milices chiites en Irak et en Syrie. Et au Liban. Et en fait, il y a au Liban, c'est le Hezbollah. Ouais. Et en fait, il y a c'est un proxy aussi. Hein. Oui, c'est un proxy de l'Iran. Et donc, il y a un duel Israël-Iran, fondamentalement. Or, que voit-on? Le commerce international est écorné en mer Rouge. 12% du fret maritime passe en mer Rouge et est passé. Parce que maintenant, il est fortement réduit, il faut le grand tour, ce qui est un dommage économique considérable, parce que ça renchérit le coût du transport des marchandises venues d'Extrême-Orient à destination de l'Europe. Les Houthis, c'est le Yémen, hein, rappelons-le. Les Houthis, c'est le Yémen, et ça continue de plus belle. Hein. Manifestement, les flottes occidentales qui patrouillent la mer Rouge n'arrivent pas à faire cesser cette perturbation très grave au commerce international. Ensuite, il y a le fait que l'Iran arrive au seuil nucléaire. Il a 90%, il a de l'uranium enrichi à 90% pour faire déjà quelques bombes atomiques, et il brûle de se doter d'une bombe atomique, ce qui demanderait un essai atomique que tout le monde constaterait. Ce qui ouvre la porte, je pense, à ce moment-là, à un bombardement des installations iraniennes par l'aviation israélienne, avec, à ce moment-là, les États-Unis qui seraient obligés, entre guillemets, d'épauler l'aviation israélienne contre l'Iran. Donc, il y a là des risques d'escalade considérables. On a vu que le consulat d'Iran à Bagdad a été bombardé avec 7 hauts responsables des passedarans tués et quelques autres. Un général. Hein. Ce qui est d'ailleurs, entre nous, une violation du territoire iranien. C'est quasiment l'équivalent d'une déclaration de guerre. Hein. D'aller bombarder le consulat, c'est littéralement violer le territoire. Alors on voit que Téhéran essaye de sauver, de ne pas perdre la face en organisant une riposte, mais Téhéran a peur quand même de l'escalade malgré tout. Donc, cela dit, Laurent, le Hamas, semble-t-il, a déclenché l'attaque en Israël sans l'avis de l'Iran, hein, sans l'accord de l'Iran. Hein, c'est à peu près, c'est l'analyse unanime, hein, ou quasi. Sans l'accord de l'Iran, mais enfin, vous savez... Donc ça complique la situation, il y a beaucoup de faux semblants diplomatiques. Oui. Les Iraniens sont des joueurs d'échecs, c'est eux qui ont inventé le jeu d'échecs. Ils sont d'une immense subtilité. Alors ils nous disent que c'est sans l'accord des Iraniens. Enfin bon, c'est quand même le Hamas qui est armé par les Iraniens depuis très longtemps. Et pas que armé, formé par les gardiens de la Révolution, la division Al-Quds, le service action des passedarans à l'extérieur. Donc il n'y aurait pas de Hamas sans l'Iran. Hein. Bon. Et puis alors après, évidemment, l'Iran voudrait bien que les proxys agissent, mais sans qu'il ait de choc en retour. Donc vous, en gros, vous n'êtes pas du tout sur ce que j'émettais comme hypothèse, hein. Très franchement, sans y croire, mais quand même, le danger de la disparition d'Israël à la suite de ce conflit, vous n'êtes pas du tout sur cette position. Si, je ne sais pas ce qui va ressortir de tout ça à terme. Je ne sais pas du tout. Mais vous êtes sur la position de Jacques qui dit, en gros, à court terme, 2 États, mais à long terme... Je ne crois pas du tout aux 2 États, j'y crois absolument pas. Non, parce que c'est devenu très compliqué de faire 2 États maintenant, il n'y a plus aucune continuité territoriale. Oui, mais c'est une solution qui n'est pas viable, on est tous d'accord.
mais c'est quand même la solution qui va être trouvée, je pense. Je crois qu'elle sera d'autant moins trouvée qu'il faudrait trouver une direction politique à ce futur État. Or, il y a des dissensions énormes entre Palestiniens. Je ne vois pas comment on va trouver une direction politique à cet État. Moi, je rejoins Jacques, parce que pour ne pas perdre la face mondialement, entre guillemets, et diplomatiquement parlant, c'est la solution bidon, je rejoins Jacques, des deux États qui va arriver à un moment ou à un autre. Sinon, on va vers un cataclysme. Oui, on va vers un cataclysme. Non, et donc, ils ne l'accepteront pas. Donc, Cyril Benassar. Moi, je pense effectivement que la solution des deux États reste la seule, parce qu'on a abandonné celle de l'État binational, qui est devenu totalement irréaliste. Pendant longtemps, c'était brandi, un État avec une communauté juive, une communauté musulmane, et puis une forme de gouvernement. Même au sein d'Israël, ceux qui étaient en faveur de cette solution ne le sont plus du tout. Non, donc c'est je fini, crois ça. que plus personne ne pense à ça, parce qu'en fait, l'idéal sioniste, c'est un État pour les Juifs, mais c'est un État juif, un État dans lequel le fait qui assure la sécurité aux Juifs, et donc un État binational dans lequel les populations seraient à égalité, seraient submergées démographiquement, les Juifs seraient submergés démographiquement par les Arabes, et ce serait la fin de l'État juif. Maintenant, la solution des deux États, ça reste la seule, mais elle reste très compliquée à envisager, vu la façon dont les territoires sont imbriqués maintenant. C'est la continuité territoriale. Depuis les 60 ou 70 ans que dure ce bras de fer entre les Israéliens et les Palestiniens, en disant accordez-nous la paix et puis on vous rendra vos terres, et puis les autres ne font pas la paix, donc petit à petit ils grappillent les terres. On en est à un tel point qu'il n'y a plus d'État viable pour les Palestiniens aujourd'hui. Et je pense que peut-être qu'il faudrait revenir aux solutions qui avaient été envisagées il y a longtemps, c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait une pensée alternative à la pensée de Ben Gourion, qui était Jabotinsky. Jabotinsky, lui, il théorisait le mur de fer, c'est-à-dire qu'il pensait qu'aucune cohabitation ne serait possible entre les Juifs et les Arabes, pour des raisons anthropologiques profondes, le fait que les Juifs ont été dominés et asservis pendant tant de millénaires par les Arabes, que c'est impossible pour les Arabes de vivre avec un Juif sur un pied d'égalité. Le Juif sera toujours son dîme. Donc le rideau de fer qui séparait. Oui, un mur de fer. Et à ce moment-là, son idée, c'était d'installer les Palestiniens en Jordanie. Ça a été d'ailleurs dans un des premiers plans de paix du livre blanc proposé par les Anglais. Content, hein. Oui, mais c'était la solution à l'époque. C'était de l'autre côté du Jourdain, les Palestiniens en Jordanie, puisque la Jordanie était un État composé de Palestiniens. Et puis la dynastie hachémite a fait main basse dessus. Elle a été soutenue parce que pour des raisons internationales, ça les arrangeait aussi. Je ne pourrais même plus rentrer dans les détails, mais ils ont soutenu cette solution-là. C'est le partage des territoires. On s'est retrouvé avec cette incapacité à vivre ensemble sur un territoire exigu et morcelé. Mais je pense qu'il faut peut-être revenir à ça et mettre la Jordanie dans le coup. C'est-à-dire imaginer un État palestinien en Jordanie. Une séparation physique. Il se trouve qu'en même temps, en Israël, on a besoin de la main-d'œuvre. Jérusalem, c'est le mur. Avant, il se trouve qu'au moment où. Ce sera le mot de la fin, on a fini. Au moment où Israël a séparé Jérusalem en deux, j'étais à Jérusalem. Okay. Je travaillais pour la Commission européenne. Et j'ai vu ce mur se construire devant moi. Et moi, j'étais en jeep avec la Commission européenne, on pouvait passer. Mais physiquement, c'est une horreur quand même. C'est une horreur, mais c'est une horreur, et c'est peut-être la seule solution. Oui. Quelquefois, une horreur qui est la séparation, c'est mieux que de s'entretuer jusqu'à la fin des temps. Avec un mur. La question, c'est est-ce que ça fonctionne, un mur ? C'est ce qu'ils ont cru en Chine avec la muraille de Chine. Les murailles. Ça a arrêté les invasions mongoles pendant des siècles. Les murailles, c'est jamais une bonne chose. Oui, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a deux légitimités fortes qui s'opposent et qui sont incompatibles, et il n'y a pas de bonne solution. On vit tous chez soi à l'abri de murs, c'est pas pour rien. Il y en a une, et ça va être le mot de la fin, c'est de commencer à supprimer les religions extrémistes. Ok, allez. Écoutez, on va faire un débat de 24 heures. Je vais demander du ravitaillement. On va faire même un débat de 15 jours, comme ça on fera la transition vers la prochaine émission. Messieurs, merci beaucoup pour ces débats. Je les ai trouvés d'une grande richesse. Je pense que c'est dans mon top 3 des émissions les plus argumentées, les plus construites. Et j'espère que vous pensez la même chose. Et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.